suis Réal Bergeron, je suis directeur de l'unité d'enseignement et de recherche en sciences de l'éducation. Gérard Lavoie, je suis professeur titulaire en sciences de l'éducation. Depuis maintenant, en fait, je suis à l'université ici depuis 1990. Bonjour, mon nom est Sylvain Beaupré, je suis professeur au département d'éducation et je suis anthropologue de formation. Je suis Krasimira Marinova et je suis professeure en intervention éducative au préscolaire au département de sciences de l'éducation. Je m'appelle Roxane Drainville et je travaille avec Krasimira Marinova en tant qu'assistante de recherche. Mon nom est Gloria Pellerin, je suis professeure en intégration pédagogique des technologies au département d'éducation et en formation pratique. Je suis Maria Lourdes Lira González et je suis la responsable du baccalauréat d'enseignement d'anglais langue seconde dans le département d'éducation à l'OCAT. À l'unité d'enseignement et de recherche, nos professeurs contribuent en recherche-création de diverses façons, tant par la diversité de leurs objets d'études que par la pluralité de leurs approches. Donc, nos professeurs traitent du savoir enseigné, les mathématiques au primaire ou au secondaire, de l'analyse réflexive à des fins d'enseignement, de l'album jeunesse dans une perspective culturelle, du rôle de la vidéo dans l'enseignement, de l'activité langagière et métalangagière à l'oral chez les futurs enseignants lorsqu'ils construisent un problème en sciences et technologies. Tous, à leur façon, contribuent à l'avancement des connaissances. La grande motivation pour un chercheur, en tout cas c'est la mienne, c'est clair, c'est ce que j'ai poursuivi toute ma carrière, c'est comment en arriver à développer une intervention proprement éducative. Quand j'entends proprement éducative, c'est une intervention qui se fait dans le champ de l'éducation. On peut penser à des enseignants, on peut penser à des parents. Comment il est possible, en manœuvrant le quotidien que ces personnes-là partagent avec un enfant ou un adolescent qui présente des difficultés d'ordre comportemental, comment en arriver à avoir un impact puis à éventuellement améliorer les choses. C'est une recherche que j'ai faite auprès des étudiants dans le domaine du langage. L'idée, c'était d'aller voir la réaction d'étudiants en troisième année à certains termes. Les termes, j'avais « enfant en difficulté »,« enfant handicapé ». On voit que ces deux termes-là sont à connotation un peu négative. « Enfant à besoin particulier » et « enfant en situation de handicap ». À besoin éducatif particulier, ce n'est pas un problème, j'ai un besoin. Dans l'autre cas, c'est « je suis en situation de handicap, je ne suis pas handicapé ». Ça fait qu'on demandait aux étudiants, on vous donne, je crois que c'était 3 minutes, on va vous présenter un mot à l'écran et vous allez écrire tous les mots qui vous viennent spontanément à l'esprit en association avec les termes. Il y a quelque chose qui me dit que je n'aurai pas le même matériel ou les réactions ne seront pas les mêmes lorsqu'on va avoir des termes à connotation plus positive ou qui touchent le milieu par rapport à ceux qui identifient le jeune comme ayant des problèmes. Puis, de fait, c'est ce qu'on a trouvé. C'est très présent, l'intégration scolaire des jeunes en difficulté, mais on parle de plus en plus aussi d'inclusion scolaire. Puis ça, c'est au plan international. C'est la volonté d'inclure tout enfant, quels que soient ses besoins dans une classe régulière, est affirmée à l'échelle mondiale. Le problème, c'est comment le faire. Ça suppose un changement de l'organisation de l'école de façon générale. On doit revoir l'ensemble de l'école pour accueillir tout le monde dans leur milieu naturel. Arrêter de les mettre dans des parkings ou dans des classes spéciales. Ça fait que ça, il y a une volonté. Il y a des problèmes pratiques, particulièrement avec les jeunes qui présentent des problèmes de comportement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir, puis c'est le projet sur lequel je travaille actuellement, c'est de voir si je m'inspire des textes fondateurs de l'inclusion scolaire ou les textes de base, là où, à un moment donné, différents pays se sont réunis, par exemple en Espagne, en Thaïlande ou à Dakar, au Sénégal, pour discuter de ça puis approfondir le sujet. Ils ont sorti un ensemble de principes. Si je m'appuie, puis c'est mon hypothèse, si je m'appuie sur les idées qu'ils ont par rapport à l'inclusion en général, et je fais le transfert vers
quel modèle d'intervention qu'on pourrait utiliser face aux jeunes en troubles de comportement, j'ai comme l'impression qu'on fait du chemin. L'analyse réflexive, en fait, c'est quoi? C'est de réfléchir sur sa pratique lorsqu'on intervient en classe ou avant d'intervenir en classe. Ce que je propose d'innovateur en analyse réflexive en éducation, c'est que je crois qu'on doit commencer à se connaître comme sujet pensant, réfléchissant, avant même d'entamer des étapes de réflexion sur sa pratique. Il faut se connaître soi-même. Et pour se connaître soi-même, il faut savoir de quel milieu on vient et quel est notre rapport au monde intellectuel. À l'intérieur de mes travaux, je me suis rendu compte que ce qu'on propose en analyse réflexive principalement, c'est de réfléchir sur sa pratique. Mais avant même de réfléchir sur sa pratique, je crois qu'on doit réfléchir sur la personne que nous sommes. Ça part un peu du même principe que Socrate, 400 ans avant le Christ à peu près, qui disait « Connais-toi toi-même ». Je crois que ça commence par là. L'anthropologie de l'éducation, en fait, c'est étudier le monde social de l'éducation. Souvent, les études en éducation sont très micro, sont centrées sur la pratique. Moi, ce que j'amène, c'est une perspective plus macro, c'est-à-dire plus sociologique ou anthropologique. Pour donner des exemples à ça, j'ai 4 étudiants présentement à la maîtrise. Une travaille sur la perception du risque chez les enseignants du secondaire. Le second travaille, lui, sur l'insertion professionnelle des nouveaux professeurs. Une troisième travaille sur l'origine sociale des enseignantes au primaire. D'où viennent-elles, ces enseignantes? De quel milieu socio-économique? Et la dernière travaille sur l'analyse réflexive. Est-ce qu'on pratique véritablement l'analyse réflexive une fois qu'on a gradué de l'école? C'est en lien direct avec l'UER en sciences de l'éducation parce que c'est l'étude des champs de pratique qui me permet de favoriser l'insertion professionnelle des élèves inscrits, par exemple, dans le domaine des mines. Et vous savez, étudier le domaine des mines, on développe à ce moment-là un genre de canevas théorique qui nous permet d'étudier un champ de pratique X qui est celui des mines. Mais par la suite, on a juste à prendre ce canevas-là et l'appliquer à n'importe quel autre champ de pratique et on a déjà un outil conceptuel pour mieux comprendre le monde social. Les mines, c'est parce que ça fait partie prenante de notre histoire, mais j'aurais pu prendre un autre champ de pratique. Si notre université avait été située près de l'aéroport de Dorval, j'aurais principalement parlé d'avionnerie, je crois. J'ouvre une parenthèse. Demandez aux jeunes qui sont en secondaire 5 présentement combien vont s'inscrire en avionnerie. Il va en avoir aucun. Combien qu'il y en a qui veulent devenir mineurs? Il va en avoir plusieurs. Allez à Dorval, faites le même exercice. Personne ne veut devenir mineur. Mais plusieurs vont penser à faire une carrière en avionnerie. C'est-à-dire jusqu'à quel point que la géographie, notre emplacement géographique est déterminante sur les choix de carrière. Ici, je n'avais pas le choix de parler des mines. Mon livre que je prépare, le premier parlait de la perception du risque dans les mines souterraines. Le second livre s'attaque également au monde social des mines. Ça va être cette fois-ci 6 études ethnographiques sur le monde social des mines, donc. La première étude va porter sur la sous-traitance. La deuxième étude va porter sur l'insertion sociale et professionnelle des mineurs, des élèves inscrits en extraction du minerai. La deuxième étude va être une étude socio-démographique sur qui sont les mineurs, de quel milieu socio-économique ces gens-là viennent-ils. La quatrième étude va être une étude plus large sur la perception du risque, mais vue chez des mineurs appartenant à différentes régions du monde, dont le Chili, la France, la Belgique, l'Écosse, l'Angleterre et bien sûr le Québec. Et ma 5e étude va porter sur l'immigration qui a eu lieu dans les mines au début du développement minier en région. Je vais principalement parler des immigrants polonais qui sont venus travailler dans les mines de l'Abitibi-Témiscamingue. Et enfin, la dernière étude va porter, elle, sur les rapports hommes-femmes dans les mines souterraines, parce que maintenant, il y a de plus en plus de femmes qui travaillent dans les mines. Encore dans l'imaginaire collectif, le jeu est conçu comme quelque chose de pas sérieux, comme quelque chose de contraire au sérieux, comme l'antonyme de sérieux, et il ne devrait pas avoir place dans l'école. Pourtant, ça suffit de regarder un cours d'école ou les corridors dans une école, juste de jeter un coup d'œil au moment de la récréation et vous allez voir que les enfants jouent. Je travaille plus particulièrement sur un grand projet de recherche qui porte le titre du travail, le développement de la compétence ludique de l'enseignante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
le jeu, il est une activité humaine, mais il n'est pas comme les autres activités. C'est une activité du deuxième degré. Les choses sont vraies et pas vraies. Les choses sont imaginaires, les choses ont d'autres significations. Et ce n'est pas donné à tout être humain d'être habile dans ce contexte. Le projet dont je vous parle vise à amener les étudiants à se réapproprier le code ludique et à réapprendre à jouer. Et ce n'est pas aussi simple. Comment on fait pour réapprendre? On les amène à la recherche du code ludique qu'elles ont perdu au passage de l'adolescence vers l'âge adulte. C'est un vrai apprentissage académique. On part par les concepts théoriques et ensuite on construit les interventions comme dans tout autre domaine de formation académique donné à l'université. J'ai parti un projet de recherche en pédagogie universitaire, le projet de laboratoire, on l'a appelé laboratoire de pédagogie du jeu. Donc, dans ce laboratoire, on applique le principe de consultation de l'expert. La consultation de l'expert du jeu, c'est pas moi, c'est pas mes collègues au laboratoire similaire à Paris, non, nous on reconnaît l'enfant comme expert du jeu. Donc la démarche appliquée dans ce laboratoire, c'est amener les futures enseignantes à consulter l'enfant dans le contexte ludique. Que je reçois comme rétroaction du milieu avec les nouvelles directives données par le ministère, notamment le jeu comme principe fondamental du programme du préscolaire. Le jeu prend de plus en plus de place dans les classes préscolaires, les rendant ici l'entrée à l'école plus agréable, plus plaisant. Actuellement, je suis en train d'élaborer le projet de lien entre le jeu symbolique des enfants, le jeu de rôle, le jeu de papa et maman, le jeu d'hôpital, donc le jeu de rôle, et l'émergence de l'écrit. Parce que le lien entre le jeu comme activité de deuxième degré et la lecture comme une activité de deuxième degré est très étroit. Dans les deux activités, on travaille avec les symboles, on interprète les symboles et on donne des significations à des choses. Donc, la nouvelle piste dans mes recherches, c'est notamment le lien entre le jeu symbolique et l'apprentissage de l'écrit, l'entrée de l'enfant dans le monde écrit dès l'âge de 5 ans. La bourse d'initiation de la recherche, la bourse d'été, qui vient du CRSH. Et cette bourse me permet de préparer mes assistantes qu'ensuite j'intègre dans mes projets de recherche. C'est une chose, mais une deuxième chose, cette bourse leur permet de voir c'est quoi le monde de la recherche, comment on peut s'intégrer et surtout de vivre le plaisir de la découverte, ce qui les amène très souvent à poursuivre ces études dans le programme de maîtrise. Moi, je n'avais jamais travaillé en recherche encore, puis même, j'ai même pas fait des sciences humaines, fait que j'avais vraiment pas travaillé le domaine de la recherche. Puis justement, quand on m'a intégrée dans ces projets, j'ai vu un peu en quoi ça consistait. Alors ça m'a permis pendant tout un été d'approfondir le sujet de l'identité professionnelle des enseignantes au préscolaire. Justement, comme on a vu avec le jeu, ça demande vraiment une capacité particulière aux enseignantes. Et là, moi, je devais voir un peu qu'est-ce qu'elles avaient comme perception d'elles-mêmes, leur identité professionnelle par rapport à ça. Et justement, les recherches m'ont permis de me rendre compte que c'était un aspect qui était peu documenté. On parle beaucoup des enseignants, l'identité professionnelle du primaire, mais le préscolaire, avec cette particularité-là, était très peu documenté. Fait que ça m'a permis justement de me questionner qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ce domaine-là, puis tout ça. Puis là, par la suite, je suis revenue en septembre, puis là, j'ai continué à travailler avec Krasmira sur ces projets, sur l'identité professionnelle des enseignantes, sur leurs compétences ludiques. Puis là, maintenant, je travaille aussi sur le projet de l'émergence de l'écrit à travers les situations d'apprentissage issues du jeu.
Donc, j'ai un projet avec l'UQAM, donc l'UQAM et l'UQAT, qui porte sur les environnements numériques d'apprentissage. Ici, à l'UQAT, je suis un des chercheurs et j'ai mon collègue André Blanchard qui travaille avec moi aussi, qui est du département de multimédia. Et donc, on travaille à faire un portrait de l'utilisation des technologies chez les enseignants, les professeurs, les chargés de cours des universités de l'UQAM et de l'UQAT, de tous les départements confondus. Les professeurs, les chargés de cours utilisent les technologies soit dans des contextes de formation à distance ou dans des contextes de formation en présence en salle de classe. Lorsqu'ils les utilisent en formation à distance, on a, ici à l'UQAT, on a une licence pour utiliser un programme qui s'appelle VIA. À l'UQAM, ils ont une licence pour utiliser un programme qui est similaire, qui s'appelle Adobe Connect. Donc, les deux plateformes ou les deux programmes permettent aux étudiants de suivre un cours à distance. Ils sont répartis partout sur un territoire donné. Et le professeur peut être ici dans son bureau à l'UQAT et va dispenser son cours grâce à cet outil-là et bénéficie de multitude d'outils qui leur permet de présenter des documents, permet d'interagir à l'écrit avec les étudiants, des outils d'annotation également que les étudiants peuvent utiliser, ce qui dynamise beaucoup l'enseignement dans ces contextes-là. Un des projets qui me tient vraiment beaucoup à cœur et sur lequel je travaille depuis plusieurs années, c'est un projet qui a été financé par le CRSH qui vise à mettre en place la vidéoconférence en support à la formation des enseignants inuits. Moi, je suis arrivée ici comme professeure en 2004 et dès 2004, j'ai commencé à donner des charges de cours dans les communautés inuites de Puvintuk et d'Ivuivik. Il faut savoir que l'UQAT a un partenariat avec ces communautés-là qui perdure depuis plus de 30 ans. Les communautés inuites de Puvintuk et d'Ivuivik ont obtenu une subvention du CRSH à la fin 2010. Donc, on a commencé vraiment plus sérieusement le projet en 2011. Et le projet vise à mettre en place la vidéoconférence en support à la formation des enseignants inuits qui existent déjà à l'UQAT. Donc, l'intention, ce n'est pas de remplacer la formation en présence, parce que présentement et depuis plusieurs années, les professeurs de l'UQAT se rendent dans les communautés directement, vont dispenser leurs cours à raison de 2 blocs de 21, 22, 23 heures par semaine. Par contre, la problématique que l'on vivait ou le défi qui était à relever, c'était d'offrir du support aux étudiants entre 2 séjours de nos profs. Donc, l'idée est venue de mettre en place la vidéoconférence parce que présentement, la technologie, elle est disponible. Donc, concrètement, ce que l'on fait, c'est que le professeur qui donne un cours va le dispenser comme c'était fait auparavant en présence, mais entre 2 séjours, va utiliser la vidéoconférence soit pour présenter une partie du cours, soit pour accompagner les étudiants dans la réalisation d'un travail qu'ils ont à faire entre 2 séjours, soit pour accompagner un étudiant qui a manifesté des difficultés lors du premier séjour ou lors du deuxième, pour réaliser un examen. Donc, il y a toutes sortes, pour faire de la supervision de stage à distance également, parce que c'est une caméra qui est motorisée. Donc, à distance, on peut déplacer la caméra. Donc, on a fait également de la supervision de stage d'étudiants inuits à distance. Moi, j'étais ici à mon bureau et je supervisais mes étudiantes. Les objectifs qui sont visés par cette recherche-là, c'est d'identifier les avantages et les limites de l'utilisation de la vidéoconférence en support à la formation des enseignants inuits et de créer aussi un pôle d'expertise de la formation au Nunavik. Puis, un autre des objectifs, c'est d'intégrer les étudiants inuits, les initier à la recherche. C'est une recherche qui est collaborative, c'est une recherche développement aussi. Donc, l'intention principale, c'est de développer des nouvelles approches, d'où les expérimentations que l'on fait. Donc, on met à profit la vidéoconférence à d'autres fins. Entre autres, on l'a utilisé pour réseauter les écoles entre elles. Donc, il y a eu des petites expérimentations d'enseignantes de Puvintuk et d'Ivuivik qui ont permis à leurs élèves de travailler ensemble via l'utilisation de la vidéoconférence. Donc, on avait des élèves de maternelle de Puvintuk et d'Ivuivik qui se sont parlé, qui se sont posé des questions sur la culture de leur communauté propre,
sur leur lien de parenté. Donc, il y a eu une démarche qui a été faite, dans un cas, entre autres, une démarche qui a été faite par les enseignantes en préparation aux expériences pour que les élèves puissent poser des questions aux autres élèves de l'autre école. Je travaille avec un groupe qui est à élaborer un modèle de formation à distance dans le secteur des mines. Donc, c'est un projet pilote avec une équipe multidisciplinaire. Et l'idée, c'est d'élaborer une formation à distance pour le secteur des mines. Et notre intention, c'est d'analyser la démarche qui a été privilégiée pour l'élaboration de cette formation-là et les retombées que cette formation-là va avoir chez les étudiants pour créer un modèle qui pourra avoir des retombées pour l'UQAT et pour sa formation à distance. Ma recherche porte surtout sur l'évaluation formative dans l'apprentissage de l'anglais langue seconde. En fait, ça a commencé avec ma thèse doctorale qui portait sur l'apport de l'évaluation formative dans l'apprentissage de l'anglais langue seconde à l'université. Et toutes mes recherches que je fais maintenant sont aussi dans l'évaluation formative de l'anglais langue seconde. On parle de l'évaluation pour aider les étudiants à apprendre. Ça veut dire quand on dit l'étudiant est ici, mais on veut que l'étudiant arrive là, il y a un espace entre où est-ce que l'étudiant est, où est-ce qu'il va arriver. Donc, à travers de l'évaluation formative, on cherche combler cet espace et aider l'étudiant à traverser cela pour arriver à son apprentissage. Je travaille aussi dans un projet de recherche qui porte sur l'apport de l'évaluation formative pour aider les étudiants de la commission scolaire CRI à améliorer la compréhension de lecture. Donc, dans la commission scolaire CRI, les étudiants, la langue d'enseignement peut être l'anglais ou français, mais on sait que la langue maternelle de ces étudiants, c'est l'écrit. Donc, malgré que ce n'est pas sa langue maternelle, la langue d'enseignement, soit l'anglais ou le français, va être utilisée pendant l'étude primaire et secondaire. Et aussi, ces étudiants vont passer les examens du ministère du Québec et aussi du Canada. Les résultats ne sont pas pareils. Il y a toujours un déficit pour les résultats attendus de ces étudiants-là. Donc, mon projet cherche à améliorer la compréhension de lecture et pourtant les résultats dans ces examens pour les élèves de 6e année. Par un projet sur l'apport de la vidéo dans la pratique réflexive des futurs enseignants. C'est déjà connu que les stagiaires vont passer à travers de différents moments difficiles parce que c'est la première fois qu'ils vont être dans une salle de classe. Et il passe beaucoup de choses et on veut que l'étudiant puisse réfléchir dans sa pratique. Habituellement, il y a un journal de bord qu'ils vont écrire, mais ce qui est différent dans notre projet, c'est qu'on va faire que l'étudiant parle. En lieu d'écrire, il va parler en face d'une caméra, comment est-ce que c'était la journée, qu'est-ce qu'il a appris, comment est-ce qu'il a vécu certaines circonstances. On veut voir l'apport de ces dispositifs de la vidéo dans l'accompagnement de ces stagiaires. On va voir la perception des étudiants, mais aussi des superviseurs de stage. Quels sont les avantages, les désavantages de ces dispositifs en rapport, par exemple, au journal de bord qu'ils vont écrire. La recherche, parce que la recherche ouvre une fenêtre très intéressante pour la pratique. Parfois, on pense que l'enseignement et la recherche, ce sont des pôles opposés. Et moi, ce que j'aime partager avec mes étudiants à la maîtrise, avec mes étudiants au baccalauréat, c'est que la recherche et la pratique enseignante, ce sont deux réalités qui se complémentent, qui s'enrichissent et qu'à mesure que je connais plus comment est-ce que ça fonctionne, parce que c'est vrai que chaque classe, c'est un univers unique. Et aucune recherche me va dire quoi faire dans ma classe, c'est correct. Mais la recherche de quelqu'un qui l'a fait dans différents univers aussi uniques me va donner une vision plus riche, plus intéressante de ce qui m'arrive, va permettre à moi comme enseignante donner enseigner d'une façon plus efficace et aussi ça a un impact direct sur mes étudiants qui vont apprendre mieux. Vous venez de voir quelques exemples de professeurs qui ont parlé de leur recherche, mais il y en a beaucoup plus. Ce qu'il faut remarquer, c'est que depuis 2013, il y a plusieurs milliers de dollars
que les professeurs en éducation ont reçus en subvention pour réaliser leur recherche. Il faut aussi considérer le fait que la recherche alimente l'enseignement, donc revient à la formation initiale de premier cycle, donc les étudiants en bénéficient de ces recherches-là, de même que toute la communauté régionale ainsi que partout au Québec aussi, parce que bon, les recherches ont quand même des retombées positives ailleurs au Québec. Donc, je suis très fier, à titre de directeur de l'UAR, de l'enseignement et de recherche des sciences de l'éducation, de témoigner de ce développement qui est actuellement en plein essor dans notre département.